Un pendentif en or de la taille d'un plastron, serti de 229 diamants épelant un nom. Un trésor confisqué à l'un des plus grands barons de la drogue de Memphis. Mais ce que le gouvernement ignorait, c'est que ce nom, gravé dans le métal et les pierres précieuses, allait continuer d'écrire son histoire, bien au-delà des salles de vente aux enchères, jusqu'à toucher les générations suivantes et même le monde du rap. Crystal City, Virginia. 1er août 1992. Dans la salle de bal d'un hôtel, une vente aux enchères gouvernementales bat son plein. 2000 bijoux sont exposés sur des tables. Montres, bagues, chaînes en or. Tous ont été confisqués à des trafiquants de drogue dans 133 affaires réparties sur 16 États américains. La plupart sont opaques sans grave-l'œil, certains magnifiques. Puis, une pièce captive l'attention de tous, figeant la salle dans un silence glacial. Un pendentif en or de la taille d'un plastron, bordé de 84 rubis et incrusté de 229 diamants. Ces diamants épellent un nom, Las Vegas Eric. Le commissaire-priseur secoue la tête. Un grossiste de Miami murmure qu'il serait invendable, sauf à quelqu'un nommé Eric, ou à quiconque voudrait le démonter pour récupérer les pierres. L'homme qui a commandité ce pendentif purge déjà une peine de 10 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Le gouvernement fédéral possède désormais son nom. Il le vend diamant par diamant. Memphis, Tennessee, 30 juin 1960. La même année, un avocat de Memphis, Benjamin Hooks, luttait contre la ségrégation dans les tribunaux de la ville. La même ville où, 8 ans plus tard, une grève des éboueurs mènerait Martin Luther King à ses derniers jours. Memphis avait ce poids, à la fois belle et brutale. Une ville capable d'inspirer un mouvement et de briser un homme d'un même souffle. Éric Eugène Bohan est né dans les quartiers sud de cette ville. Soyons clairs, le sud de Memphis dans les années 1960 et 1970 n'offrait pas beaucoup d'options. La géographie raciale était strictement délimitée. Les bons emplois, les bonnes écoles, les rues se trouvaient de l'autre côté d'une ligne invisible que la plupart des habitants du quartier d'Eric ne franchissaient jamais. Ce qu'on avait, c'était le quartier, la famille et des yeux qui observaient et calculaient tout. Vers la vingtaine, Éric Bohan avait calculé son coup. Le timing est essentiel dans cette histoire. L'organisation Bohan s'est construite sur la cocaïne en poudre, pas sur le crack. Cette distinction est plus importante qu'on ne l'imagine. Le crack n'a explosé dans les villes américaines qu'en 1984. En 1987, il était disponible dans tous les États, sauf 4. L'épidémie a frappé le plus durement entre 1984 et 1990, remodelant des communautés entières, inondant les rues et déclenchant les lois fédérales de condamnation les plus agressives d'une génération. Mais Bohan était déjà en action avant tout cela. Il a bâti son opération dans cette courte fenêtre, juste avant que le crack ne change tout. C'était la dernière ère où la poudre régnait encore en maître, où un homme contrôlant un pipeline direct de Los Angeles jusqu'à Memphis pouvait se hisser au sommet de l'économie de la drogue de toute une ville. Il n'a pas seulement bâti une organisation de trafic de drogue, il a bâti une famille, au sens littéral du terme. Certaines personnes qui ont rejoint son cercle ne travaillaient pas seulement pour Éric Bohan. Elles ont pris son nom. Elles se faisaient appeler les Bohan. Non pas par naissance, mais par choix. Dans ce monde, ce nom signifiait quelque chose. Il signifiait être lié à une entité réelle, organisée, qui déplaçait des quantités importantes de drogue pendant que d'autres trafiquaient à petite échelle. La famille Bohan, en partie par le sang, en partie par choix, tous impliqués. Et au centre de tout cela, un jeune des quartiers sud de Memphis, qui a grandi en observant une ville qui n'avait aucun projet pour lui. Lui, en revanche, en avait. Toute opération de trafic de drogue sérieuse nécessite 3 éléments, un produit, une filière et une couverture. Éric Bohan possédait les 3. La manière dont il les a mis en place, vers la vingtaine, depuis les quartiers sud de Memphis, était, soyons francs, impressionnante, d'une manière des plus dérangeantes. Commençons par le produit, de la cocaïne en poudre de haute qualité, provenant directement de Los Angeles, Californie. Pas d'un intermédiaire à Nashville, ni d'un contact à 2 villes de Los Angeles. Bohan est allé à la source, a établi une relation directe et l'a sécurisée. La fournisseuse californienne était une femme nommée Sharon Knox. L'arrangement était simple. L'argent de Memphis partait vers l'ouest, la cocaïne de Los Angeles arrivait vers l'est. Propre, efficace, profitable. Les dossiers des tribunaux fédéraux décrivent précisément son fonctionnement et les témoignages sont aussi précis qu'un livre de comptes. La filière fonctionnait comme une horloge. Des coursiers transportaient des centaines de milliers de dollars de Memphis à Los Angeles. Une course documentée, confirmée par les dossiers fédéraux, impliquait l'échange de 140 000 dollars en espèces contre 8 kg de cocaïne. 8 kg en un seul voyage. Et ce n'était pas le plafond,
Juste un des trajets que les fédéraux ont réussi à documenter. Au moment où le FBI a commencé à filmer l'opération avec des caméras de surveillance, nous y reviendrons. La somme d'argent échangée lors d'une seule réunion, en une seule journée, variait entre 100 000 et 170 000 $. Ensuite, la couverture. Toute opération de cette envergure a besoin d'une façade légitime, d'un endroit où l'argent a une explication, où les gens peuvent aller et venir sans éveiller les soupçons. Pour l'organisation Bohan, c'était une boîte de nuit de Memphis appelée Monsieur B.S. La famille Bohan en était propriétaire. C'était un vrai établissement. Les gens y allaient, la musique jouait, les verres étaient servis, et quelque part à l'arrière, derrière toute cette agitation, le centre de compensation d'un empire de la cocaïne tenait ses comptes. Précisons le rôle d'Eric Bohan dans tout cela, car il était très clair à ce sujet, tant avec ses avocats qu'avec quiconque le lui demandait. Il affirmait n'avoir jamais touché la cocaïne, pas une seule fois. Bohan se positionnait comme l'architecte, celui qui construisait la structure, gérait les relations et donnait les ordres. Le produit passait toujours par d'autres mains. Cette distance n'était pas accidentelle, elle était délibérée, et c'est précisément ce qui rendait le travail du gouvernement fédéral bien plus difficile. À un moment donné, des agents fédéraux ont placé un dispositif de localisation sur la voiture de Bohan. Une tactique de surveillance standard. Ils se sont garés dans la rue et ont observé. Puis, quelqu'un est sorti de la maison de Bohan, a trouvé le traceur, l'a retiré de la voiture et est rentré. Juste comme ça. Pas de panique, pas de confrontation, pas de fuite. Quelqu'un est simplement sorti, a géré la situation et est rentré. Bohan a continué ses opérations. Les fédéraux ont continué de surveiller et la cocaïne a continué de circuler. Plus de 100 kg au total, selon les chiffres finalement établis par les tribunaux. 100 kg transitant par une boîte de nuit, par une femme à Los Angeles, par des coursiers transportant des valises de billets d'un État à l'autre. Tout cela orchestré par un homme qui, selon toutes ses déclarations, n'a jamais mis la main sur le produit. Ce pendentif aux 229 diamants n'était pas qu'un simple bijou. C'était une déclaration « J'ai construit ça. J'ai dirigé ça. Et vous ne pouvez pas prouver que j'en ai touché un seul gramme. » C'est la voix d'un homme qui croyait que son bouclier le protégerait éternellement. Earl Woods avait d'autres plans. Voici ce que les fédéraux ont appris à leurs dépens sur l'organisation Bohan. On ne pouvait pas tirer sur un seul fil, car chaque fil menait à un autre membre de la famille, et ce membre en menait à un autre. Et quelque part en chemin, on réalisait qu'on ne montait pas seulement un dossier contre un trafiquant de drogue, mais contre tout un foyer. 17 septembre 1987. Des caméras de surveillance du FBI filment une maison de la rue Monette à Memphis. Qui franchit la porte. Eric Bohan, accompagné de Janet Bohan. Il porte une mallette. À l'intérieur, de l'argent. Le genre d'argent qui ne vient pas d'une fiche de paie. Il s'assoit avec la femme qui y habite. Et au moment où ils repartent, entre 100 000 et 170 000 $ ont été comptés, triés et remis. C'est une seule après-midi. Une seule maison, une seule caméra dont la famille ignorait l'existence. Janet n'était pas seulement présente ce jour-là. À une autre occasion, elle a personnellement réceptionné 7 kg de cocaïne d'un co-conspirateur. 7 kilos lui ont été remis directement. Elle a dit à l'homme qui les livrait qu'elle les emmenait à un autre endroit. Aucune hésitation, pas de drame, juste des affaires. Ensuite, il y a Tony Bohan Anthony. C'est lui qui, plus tard, se retournera et témoignera. Mais avant d'être un témoin, il est un participant, entrant dans cette même maison de la rue Monette et en ressortant avec entre 75 000 et 100 000 $ en espèces lors d'une seule visite. Tony savait exactement d'où venait l'argent et où il allait. Il était au cœur de la machine. Et puis, il y a Linda Femim, la belle-sœur de Bohan. Sa maison de la rue Monette n'était pas qu'un simple foyer familial. C'était un nœud, un point de collecte, un lieu où le produit et l'argent changeaient de main avec une régularité telle que le FBI y a installé une caméra de surveillance en permanence. Lorsque les agents ont finalement perquisitionné la maison, ils ont trouvé un revolver de calibre 38 chargé et des traces de cocaïne. Linda a été condamnée à 84 mois de prison fédérale, soit 7 ans, pour une femme dont le beau-frère insistait qu'il n'avait jamais touché le produit. Ralentissons un instant, car c'est ici que l'histoire cesse d'être une simple affaire de drogue des années 1980 pour prendre une tournure beaucoup plus profonde et plus lourde. La famille Mim. Ce nom, et plus précisément la tante, car Eric Bohan n'était pas seulement lié à la lignée Bohan. Il était un ancien partenaire commercial de la tante de 2 garçons qui grandissaient à Memphis exactement au moment où son opération tournait à plein régime. Ces 2 garçons étaient Mario Mim, que le monde allait connaître sous le nom de Yo Gotti, et son frère aîné, Anthony Mim, alias Big Juke. Big Juke est né le 19 mai 1981.
Ce qui signifie que pendant les années fastes de l'organisation Bohan, entre 1985 et 1987, il avait 4, 5 ou 6 ans. Un enfant, mais pas un enfant isolé de tout cela. Il a parlé publiquement de son foyer durant son enfance. Sa mère, ses tantes, il a décrit sans détour. Tout le monde dans ma famille se débrouillait d'une manière ou d'une autre. Il a raconté qu'enfant, il allait dans la cuisine et trouvait des sacs d'argent dans le congélateur. On cherchait une glace, on trouvait 100 000 $ à la place. L'organisation Bohan ne se contentait pas de faire circuler de la cocaïne à Memphis. Elle construisait l'environnement, l'infrastructure, la culture, la normalisation d'un certain mode de vie dans lequel la prochaine génération de Memphis allait grandir. Que ce soit un héritage ou des dégâts, cela dépend entièrement de qui a souffert et qui a profité. Toute organisation a un point faible. Et 9 fois sur 10, ce point faible n'est pas une mauvaise affaire, un envoi manqué ou même une caméra de surveillance dans la rue Monette. C'est une personne. Son nom était Earl Woods. Et avant d'imaginer un petit trafiquant de rue effrayé cherchant une échappatoire, comprenez ce qu'était réellement Earl Woods. Il n'était pas un élément périphérique. Ce n'était pas un simple coursier de bas niveau qui, pris en flagrant délit, panique. Il était au cœur de la machine. Il stockait la drogue. Il transportait l'argent. Il effectuait les livraisons. Il voyageait dans les fourgons qui faisaient l'aller-retour à Los Angeles. C'était le genre d'homme qui savait où se trouvait tout, car il avait personnellement transporté la majeure partie des marchandises, ce qui faisait de lui le type d'informateur le plus dangereux qui soit. Quand Earl Woods a commencé à parler au FBI, il n'a pas seulement donné des noms. Il a livré toute l'architecture, les dates, les montants en dollars, les adresses, les mécanismes précis du mouvement de la cocaïne d'ouest en est et de l'argent d'est en ouest. Il leur a donné Sharon Knox à Los Angeles. Il leur a donné la maison de la rue Monette. Il leur a donné les réunions, les remises, les séances de comptage. Il a fourni au gouvernement une image complète d'une organisation qui fonctionnait depuis des années sans la moindre accusation fédérale. Le fil a été tiré. Tout s'est effondré. Le 29 novembre 1989, un grand jury fédéral a prononcé un acte d'accusation contre Eric Bohan et plus de 20 co-accusés. L'ensemble du réseau a été inculpé en vertu des sections 841 et 846 du titre 21 du Code des États-Unis pour complot en vue de posséder de la cocaïne avec intention de distribuer. L'affaire portait le nom de l'homme qui l'avait bâti, l'organisation Bohan, officiellement inscrite dans les dossiers fédéraux. Voici la partie que je n'attendais pas en me plongeant dans cette histoire. Eric Bohan applayed culpable repeatment. Il n'a pas contesté les faits devant le tribunal. Il n'a pas fait témoigner ses co-accusés pour qu'ils se déchirent. Il n'a pas fait traîner l'affaire pendant des années, comme le font de nombreux barons de la drogue, en changeant d'avocat, en déposant des recours après des recours, espérant qu'à un moment donné, le jury finisse par douter de tout. Il a accepté son accord. Et puis, comme l'a rapporté le Memphis Daily News des années plus tard, il est rapidement tombé dans l'oubli. Pendant ce temps, ses co-accusés ont été jugés un par un. Chaque condamnation représentait un nouveau chapitre dans le dossier fédéral de ce qu'il avait construit. Chaque appel ajoutait des pages à une trace écrite qui se trouverait encore dans les bibliothèques juridiques des décennies plus tard. L'organisation Bohan, documentée intégralement, affaire par affaire, accusé par accusé, un monument à elle-même, de la pire des manières. Sa peine, 10 ans sans libération conditionnelle. Et pendant qu'il était incarcéré, les US Marshals se trouvaient dans une salle de bal d'hôtel à Crystal City, Virginie, mettant sa vie aux enchères pour des inconnus. Les montres, les chaînes, les bagues, et oui, ce pendentif. 229 diamants et plans, Las Vegas Eric, bordés de 84 rubis, de la taille d'un plastron, brillant sous les lumières de la salle de vente. Tandis qu'un grossiste de Miami disait à quiconque voulait l'entendre qu'il était pratiquement sans valeur. Le commissaire-priseur l'a regardé et a déclaré, et je cite directement, « Certaines pièces sont horriblement laides ». L'ensemble de la vente aux enchères a rapporté environ 1 million de dollars. Les bénéfices ont été partagés entre le service des Marshals et les agences locales d'application de la loi qui avaient contribué à monter les dossiers. Las Vegas Eric se trouvait quelque part dans un établissement fédéral pendant que des inconnus se disputaient la valeur de son nom en carats. 10 ans, pas de libération conditionnelle, et pas une seule personne dans cette salle d'audience n'aurait pu prouver qu'il avait jamais touché la cocaïne. Cette protection qu'il avait bâtie a tenu bon, jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus. Earl Woods s'en est assuré. Il est sorti de prison, et puis, le néant. Pas le néant paisible, mais le néant qui survient lorsqu'un homme, autrefois au centre de tout, ne l'est plus. Des années plus tard, le Memphis Daily News le décrirait avec une seule phrase, plus percutante que n'importe quel langage d'acte d'accusation que j'ai pu lire dans toute cette histoire. Il est rapidement tombé dans l'oubli. C'est tout.
C'est la phrase. L'homme qui a bâti la plus grande organisation de trafic de drogue de l'histoire de Memphis, qui a fait transiter plus de 100 kg de cocaïne via une filière directe depuis Los Angeles, qui a commandité un pendentif en or de la taille d'un plastron avec son nom gravé en 229 diamants, est tombé dans l'oubli, accumulant des accusations mineures, traversant le système discrètement, plus personne ne le surveillant. Mais voici ce que cette phrase ne vous dit pas. Et c'est la partie de l'histoire d'Eric Bohan qui, je crois, se perd chaque fois qu'on la raconte. Derrière cette disparition, il y avait un corps qui se détruisait. Son propre avocat s'est présenté devant un juge fédéral et l'a exposé clairement. Bohan consommait régulièrement de la cocaïne depuis des années. Le même produit qu'il jurait n'avoir jamais touché. Le même produit autour duquel il avait bâti un empire. Il l'avait ingéré pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Au moment où la deuxième affaire l'a rattrapé, il avait déjà subi plusieurs AVC. Sa santé était grave. Son monde s'était réduit à presque rien. Octobre 2009. Des agents de la DEA surveillent le cabinet d'un médecin à Memphis. Le docteur Daniel Fiernow est la cible principale d'une longue enquête sur le trafic de médicaments sur ordonnance. Il délivre des ordonnances par la porte dérobée de son cabinet, Xanax, Lortab, hydrocodone, à des personnes qui les font ensuite exécuter et les revendent dans la rue. Et l'une de ces personnes sortant du cabinet du docteur Fiernow un après-midi d'octobre 2009 est Eric Bohan. Les agents l'arrêtent. Ils le fouillent. Ils trouvent 25 ordonnances sous 10 noms différents. Pas le sien, 10 noms différents. Il les achetait à Fiernow pour 45 $ chacune, les faisait exécuter dans des pharmacies de Memphis et les revendait avec une marge à des revendeurs de rue. Remettons cela en contexte un instant. C'est l'homme qui a autrefois coordonné l'échange de 140 000 $ en espèces contre 8 kg de cocaïne à Los Angeles. Maintenant, il gère un trafic d'ordonnances à 45 $ depuis la porte de derrière d'un cabinet médical. La chute de ce pendentif à ce parking est l'une des trajectoires les plus abruptes que j'ai rencontrées en faisant ce genre de recherche. Et je le dis sans jugement. L'addiction ne négocie pas avec l'héritage. Elle se moque de ce que vous avez construit. Il a immédiatement coopéré avec les enquêteurs. Son avocat a déclaré au tribunal que son arrestation lui avait probablement sauvé la vie. Et un mois après son interpellation, un seul mois, il a subi un nouvel AVC. Le juge fédéral Thomas Anderson l'a condamné à 3 ans de prison fédérale. Avant de prononcer sa sentence, il a regardé Eric Bohan et lui a dit la phrase qui clôt ce chapitre mieux que tout ce que je pourrais écrire. Restez loin des gens comme le docteur Fiernow. C'est un juge qui s'adresse à un homme qui, autrefois, faisait passer toute l'économie de la drogue d'une ville par la boîte de nuit de sa famille. 3 ans pour des ordonnances de pilules à 45 $, avec pleine coopération. Le corps déjà défaillant. Voilà à quoi ressemble réellement la fin de ce genre de vie. Pas une fusillade, pas un verdict dramatique au tribunal, mais un agent de la DEA dans un parking, 25 ordonnances et 10 faux noms, et un juge vous disant de vous tenir à l'écart des mauvais médecins. La couronne avait disparu depuis longtemps. Les diamants avaient été vendus. La filière avait été démantelée depuis 2 décennies. Tout ce qui restait était un homme qui tentait de se maintenir. Il y a un détail dans la couverture du Memphis Daily News concernant la condamnation d'Eric Bohan pour trafic de médicaments qui est passé inaperçu pour la plupart des gens. Et je ne les blâme pas, c'est facile à manquer. Mais une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Le jour de l'audience de condamnation de Bohan, dans le même tribunal fédéral, 2 étages plus haut, des procédures préliminaires étaient en cours dans l'affaire contre Craig Petty et les frères Lewis. 2 étages, même bâtiment, même jour. Une salle d'audience clôturait le chapitre final de l'homme qui avait bâti le premier empire de la cocaïne sérieux dans l'histoire moderne de Memphis. 2 étages au-dessus, une salle d'audience commençait le processus de démantèlement de l'organisation qui lui avait succédé. Craig Petty est né en 1976, 16 ans après Eric Bohan. Il a grandi dans le quartier pauvre de Riverside, dans le sud de Memphis, arrivant à l'âge adulte dans les années 1980 et 1990, au moment où l'épidémie de crack transformait chaque centre-ville d'Amérique. Vers la vingtaine, il avait bâti un empire de la drogue opérant dans 8 États. Il a forgé une alliance directe avec le cartel Beltran-Leyva au Mexique, ce qui est documenté comme la première fois qu'une organisation de trafiquants de drogue afro-américaine a été acceptée comme un pair par un cartel mexicain. Il a finalement été condamné à 9 peines de prison à perpétuité en 2013. Le juge a déclaré que Petty avait commis des crimes plus graves que quiconque il n'avait jamais condamné dans le district ouest du Tennessee. Son demi-frère, par ailleurs, est Digipol de Tricy Mafia, le groupe qui a fait connaître le son des rues de Memphis dans le monde entier et a remporté un Oscar pour cela. Je ne pourrais vraiment pas inventer ça. Voici donc la 2e génération. La 3e, vous la connaissez déjà. Mario Mime, né le 19 mai 1981 à Memphis.
Élevé dans les appartements Ridgerest à Fraiser par sa mère et 3 tantes, un foyer qu'il a publiquement décrit comme un lieu où tout le monde se débrouillait d'une manière ou d'une autre. Il a raconté qu'enfant, il allait dans la cuisine et trouvait des sacs d'argent dans le congélateur quand il cherchait une glace. Sa tante était la partenaire commerciale d'Éric Bohan durant les années où Gotti était trop jeune pour comprendre ce que cela signifiait. Il a nommé sa série de mixtapes Cocaine Music. Sun Duxiem album S intitulate From the Dope Game to the Rap Game. La frontière entre la biographie et le marketing dans cette discographie est quasiment invisible. 3 générations, de Bohan à Petty, puis à CMG, toutes documentées, toutes connectées, toutes Memphis. Et voici ce qu'il faut savoir sur ces lignées. Elles ne s'annoncent pas, elles ne tiennent pas de conférences de presse. Elles continuent simplement d'évoluer, génération après génération. Chacune bâtie sur ce que la précédente a laissé derrière elle. L'argent, les connexions, la culture, la réalité normalisée d'un certain mode de vie comme voie la plus visible. Éric Bohan n'a pas recruté Craig Petty. Il n'a pas été le mentor de Yo Gotti. Mais il a bâti quelque chose. Un modèle, une norme, une preuve de concept que la ville a absorbé. Un même palais de justice, un même jour, à 2 étages d'écart, l'ancien roi et le procès de la génération suivante. 31 décembre 2023. Éric Eugène Bohan est décédé le dernier jour de l'année, à 63 ans. Il avait survécu à 2 affaires fédérales, à de multiples AVC, à des décennies d'oubli et à un corps que son propre usage de cocaïne avait discrètement démantelé pendant des années. Il a atteint 63 ans. Dans ce monde, dans cette vie, ce n'est pas rien. Memphis s'est rendu aux funérailles. Les anciens, la famille, et parmi eux un homme en costume noir qui s'est approché du cercueil ouvert et est resté là, visiblement ému. Anthony Mime, alias Big Juke, frère aîné de Yo Gotti, figure clé de CMG, l'un des labels de rap les plus puissants du pays. Il a posté une photo de la cérémonie ce matin-là. La leyenda di Sight, Las Vegas Eric. Parrain Legendaire. Un parrain légendaire selon un homme qui a grandi dans un foyer lié à cette même organisation. Le terme « boucle bouclée » ne suffit même pas à décrire la situation. La réception après les funérailles s'est tenue au Perinan S Restaurant and Event Center, 6385 Winchester Road, Memphis. Le samedi 13 janvier 2024, à 16h15, un agent de police de Memphis, patrouillant dans la zone, a entendu des coups de feu. Il s'est dirigé vers le bruit et a trouvé 2 hommes devant le restaurant, atteints de multiples blessures par balle. Anthony Mime, alias Big Juke, âgé de 47 ans, a été transporté à l'hôpital où son décès a été prononcé. La 2e victime a survécu. La veille de son meurtre, Big Juke avait posté sur Instagram une légende qui disait « Ils ne veulent pas t'affronter. Ils veulent te trahir. Reste vigilant pour rester en vie. Surveille toujours tes arrières. » Il a posté cela la veille de sa mort, lors d'une réception pour un homme que sa famille appelait une légende. Des images de surveillance diffusées par la police de Memphis ont montré un Ford Explorer blanc, avec des jantes noires et des vitres teintées foncées, qui serait lié à la fusillade. En janvier 2025, aucun suspect n'a été publiquement identifié. L'enquête reste ouverte. Ce que les procureurs allaient révéler plus tard en pleine audience a rendu l'ensemble encore plus lourd. Lors du procès de Justin Johnson, accusé du meurtre du rappeur Young Dolph en 2021, les procureurs du comté de Shelby ont affirmé que Big Juke avait commandité le meurtre de Young Dolph pour $100 000. Un détective de la police de Memphis à la retraite, principal enquêteur sur l'affaire Young Dolph, a témoigné que Big Juke serait devenu un suspect dans ce meurtre s'il n'avait pas été tué auparavant. Le Memphis Daily News avait autrefois qualifié Éric Bohan de chef de l'organisation de trafic de drogue, considérée comme la plus importante de la ville. 20 ans après les inculpations, il achetait des pilules par la porte de derrière d'un médecin pour $45 chacune. 35 ans après les inculpations, ses funérailles ont été l'occasion d'un autre meurtre. Il avait fait fabriquer un pendentif avec 229 diamants épelant son nom. Le gouvernement l'a vendu aux enchères. Un bijoutier a dit qu'il était sans valeur pour quiconque ne partageait pas son goût. Né en 1960, il avait bâti la filière de cocaïne la plus sophistiquée que Memphis ait jamais connue. Il a plaidé coupable à 29 ans. Il a passé le reste de sa vie dans l'ombre de ce qu'il avait été. À sa mort, la ville s'est déplacée. Big Juke l'a qualifié de légende, puis s'est rendu à sa réception funéraire et n'est pas rentré chez lui. Le pendentif a disparu. L'organisation a disparu. L'homme a disparu. Mais Memphis continue d'écrire l'histoire qu'il a commencée.